Le 15 août 1971, d'un simple trait de plume, le président américain Richard Nixon a unilatéralement brisé le dernier lien qui rattachait les monnaies de la planète à l'or physique. Ce jour-là, sans qu'aucun citoyen ne soit consulté, votre argent a cessé d'être une réserve de valeur réelle pour devenir une pure fiction comptable. Ce n'était pas une simple réforme technique, mais le hold-up le plus silencieux et le plus dévastateur de l'histoire moderne. Depuis cette minute précise, les États ont obtenu le pouvoir magique de dépenser de l'argent qu'ils ne possèdent pas, en diluant lentement mais sûrement la valeur de votre travail. Pour comprendre le vertige de cette décision, il faut d'abord revenir à l'époque où l'argent signifiait encore quelque chose de palpable. Imaginez que vous vous promeniez dans les rues de Paris en 1960. Un billet de 100 francs dans votre poche n'était pas qu'un simple morceau de papier coloré, c'était un contrat, une promesse solennelle écrite noir sur blanc, affirmant que vous pouviez vous présenter au guichet de la Banque de France et exiger l'équivalent exact en grammes d'or pur. L'or était le garde-fou ultime. Il empêchait les gouvernements de tricher. Pourquoi cette limite était-elle si cruciale ? Parce que l'or est rare, difficile à extraire et impossible à fabriquer à partir de rien. Les dirigeants politiques ont toujours détesté cette rareté physique, car elle imposait une discipline de fer à leurs ambitions expansionnistes. Si un gouvernement voulait mener une guerre, construire de grandes infrastructures ou financer de nouvelles réformes, il devait faire un choix honnête, lever des impôts ou emprunter de l'or réel auprès de ceux qui le possédaient. La création monétaire sauvage était tout simplement impossible, car la quantité de billets en circulation était strictement indexée sur le poids des lingots enfermés sous double tour dans les coffres de l'État. En 1944, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, les grandes puissances se réunissent à Bretton Woods pour concevoir un nouveau système financier mondial. Les États-Unis, qui possèdent alors la majorité des réserves d'or mondiales, imposent une règle simple. Le dollar sera la seule monnaie directement convertible en or, au taux fixe de 35 $ pour une once. Toutes les autres devises, y compris le franc français, se lient au dollar. C'était le règne de la stabilité apparente. Mais ce mécanisme cachait une faille géante que la Maison-Blanche allait rapidement exploiter à notre insu. Dans les années 1960, les budgets américains commencent à déraper sous le poids de la guerre du Vietnam et des programmes sociaux massifs. Les États-Unis se mettent à imprimer beaucoup plus de dollars qu'ils ne possèdent de lingots pour les garantir. La triche commence à se voir. En France, le général de Gaulle comprend le piège. Il décide d'envoyer des navires de guerre français chargés de dollars directement vers l'Amérique pour exiger leur conversion immédiate en or physique. La panique s'installe à Washington. Si tous les pays font de même, les coffres de Fort Knox se videront en quelques semaines. C'est alors que survient le coup d'éclat du 15 août 1971. Des conseillers financiers se réunissent en secret avec le président à Camp David durant tout un week-end, conscients que le système s'effondre. Plutôt que de freiner ses dépenses publiques ou de dévaluer sa monnaie, l'administration américaine décide tout simplement de violer sa propre promesse. Nixon annonce suspendre temporairement la convertibilité du dollar en or. Ce temporaire dure maintenant depuis plus de 50 ans. D'un coup, le monde entier bascule dans l'ère de la monnaie fiduciaire pure, de la monnaie basée uniquement sur la confiance. Les vannes de la création monétaire illimitée sont désormais ouvertes pour tous les gouvernements du globe. Comprenez bien la nature de cette révolution invisible. Lorsque le lien avec l'or a été rompu, la monnaie est passée d'une réalité physique à un concept purement mathématique. Auparavant, pour créer de la monnaie, il fallait creuser la terre, risquer des vies humaines dans les mines et affiner du métal précieux. Aujourd'hui, il suffit d'une pression sur une touche de clavier d'ordinateur à la Banque centrale européenne ou à la Réserve fédérale. C'est l'apparition de la création monétaire ex nihilo, c'est-à-dire créée à partir de rien. Pour illustrer ce phénomène, imaginez un boulanger qui n'aurait besoin ni de farine, ni d'eau, ni de four pour vendre des miches de pain. Ce boulanger pourrait simplement écrire le mot « pain » sur des petits morceaux de carton et vous forcer à travailler toute la journée pour les obtenir, sous prétexte que ces cartons ont de la valeur parce qu'il l'a décidé. C'est précisément ce que font les banques centrales. Ce pouvoir absolu a transformé le fonctionnement même de la dette publique. Les États ne s'endettent plus auprès des citoyens en leur demandant leur épargne réelle.
Il crée la dette et demande instantanément aux banques centrales de racheter cette dette en imprimant de nouveaux euros ou de nouveaux dollars fictifs. C'est un circuit fermé totalement déconnecté de l'économie réelle, un privilège exorbitant réservé aux puissants. Si vous, en tant que particulier, décidiez de faire de même en imprimant vos propres billets de banque dans votre garage pour régler vos dettes, vous finiriez en prison pour faux monnayage. Mais pour les gouvernements, cette pratique porte un nom tout à fait respectable, la politique monétaire quantitative. C'est l'art d'effacer les dettes publiques en créant de l'argent magique, tout en sachant que le coût réel sera payé par la population. Mais alors, quel est l'impact de ce tour de passe-passe sur votre quotidien ? Pour le comprendre, il ne faut pas regarder les courbes compliquées des analystes financiers, mais simplement votre caddie de supermarché ou votre facture d'électricité. L'inflation n'est pas un accident de parcours ni une fatalité météorologique. Elle est la conséquence directe et inévitable de cette dilution monétaire massive. Prenons une autre analogie très simple que chacun peut de suite visualiser. Imaginez que vous soyez collectionneur de cartes rares. Si l'éditeur de ces cartes décide soudainement d'en imprimer 10 millions de nouveaux exemplaires identiques et de les distribuer gratuitement dans toutes les boîtes aux lettres, que va-t-il se passer pour la valeur de votre propre collection ? Elle va s'effondrer instantanément. C'est exactement ce qu'il se passe avec vos euros. Les banques centrales créent des milliards de nouveaux euros chaque année pour éponger la dette publique. Puisque la quantité totale de biens réels, de logements, d'aliments et d'énergie ne double pas d'un claquement de doigts, chaque euro individuel en circulation perd une partie de son pouvoir d'achat. Ce que les institutions financières appellent pudiquement la hausse des prix est en réalité la baisse de valeur de la monnaie que vous détenez. Ce ne sont pas les choses qui coûtent plus cher, c'est votre argent qui vaut moins. En 1980, un salaire moyen permettait de s'offrir un logement décent en quelques années d'épargne. Aujourd'hui, un jeune travailleur français doit s'endetter sur 25 ans pour acquérir le même nombre de mètres carrés. Les salaires n'ont jamais rattrapé l'immense flot de liquidités injectées dans l'économie pour sauver les marchés financiers et financer la dette publique galopante. Et le piège se referme encore plus cruellement sur l'épargnant moyen. On vous répète régulièrement qu'il faut mettre de l'argent de côté pour votre avenir, sur un livret d'épargne ou sur un compte courant. Mais laissez-moi vous poser une question brutale. À quoi bon économiser une monnaie dont la valeur est programmée pour diminuer d'année en année ? C'est comme essayer de stocker de l'eau dans un seau percé. Pendant que vous travaillez dur pour accumuler des euros, le robinet de la création monétaire coule à flot, diluant silencieusement vos efforts chaque seconde qui passe. C'est ici que s'opère une prise de conscience profonde. Le système monétaire actuel n'est pas neutre. Il est une machine invisible à redistribuer la richesse des classes populaires et moyennes vers les élites financières qui possèdent les actifs réels. C'est ce que les économistes appellent l'effet Cantillon. Lorsque la banque centrale injecte de l'argent frais, cet argent ne tombe pas du ciel de manière égale sur tout le monde. Il arrive d'abord dans les banques commerciales, chez les grands investisseurs et dans les multinationales. Ces premiers acteurs peuvent utiliser cet argent tout neuf avant que les prix n'aient commencé à augmenter. Ils achètent de l'immobilier, des actions, des terres agricoles. Le temps que cet argent se diffuse enfin dans le reste de l'économie, sous forme de salaires ou d'aides sociales, l'inflation a déjà fait son œuvre et fait monter tous les prix. Vous arrivez toujours en bout de chaîne, après que la fête soit finie, pour payer l'addition salée sous forme de perte de pouvoir d'achat. C'est une taxe cachée, prélevée sans consentement, directement sur votre labeur quotidien. Quand vous comprenez ce mécanisme, votre regard sur la pauvreté et les inégalités change radicalement. La précarité n'est pas simplement le résultat de choix personnels ou d'une mauvaise gestion de budget. Elle est structurellement inscrite dans les règles du jeu monétaire depuis que nous avons abandonné l'or. Nous vivons dans un monde où ceux qui travaillent pour obtenir de l'argent courent après un train qui accélère sans cesse, tandis que ceux qui possèdent les actifs réels s'enrichissent simplement en regardant le train passer. La prochaine fois que vous entendrez un ministre parler de la dette publique avec gravité, rappelez-vous qu'elle n'est pas une fatalité. Elle est un choix de design du système. Les gouvernements ont délibérément choisi de rompre avec l'or pour s'affranchir de toute limite, préférant la facilité de l'endettement à la rigueur de la vérité économique. Mais une fois que l'illusion est dissipée, le pouvoir change de camp. Vous ne pouvez plus être dupe des discours officiels qui rejettent la faute de la crise sur des facteurs extérieurs imprévisibles. Vous connaissez désormais le péché originel de notre système financier,
la grande rupture de 1971. Le savoir est la première étape pour reprendre le contrôle de votre destin financier. Car la fin de l'or n'était que le premier acte d'un plan bien plus vaste pour contrôler la circulation de votre richesse. Un autre bouleversement, encore plus secret et d'une portée technologique sans précédent, s'apprête à redéfinir la notion même de liberté individuelle à travers votre propre portefeuille. Préparez-vous à découvrir la prochaine frontière de ce grand jeu de dupes.